il y a des concepts clés. Le premier concept, je vous l'ai dit, c'est la complexité, c'est-à-dire mettre en place un phénomène donc, de coopération. C'est une visée qui est naturelle dans un travail d'une équipe, mais pour autant, c'est complexe. Et c'est complexe parce que c'est fragile. Il y a une fragilité inhérente. Vous savez que lorsque vous faites du vélo, si vous arrêtez de pédaler, au bout d'un certain moment, vous allez tomber. Eh bien, la coopération, elle s'entretient par un mouvement, et même si elle peut paraître évidente, voilà, il faut l'entretenir. D'autre part, ce n'est pas quelque chose qui est prédéterminé. Vous le savez très bien, vous pouvez réunir les meilleures compétences du monde dans une équipe. S'il n'y a pas un travail qui est fait pour aider cette équipe à prendre conscience de son objectif, de ses valeurs, il y a peu de chances que la coopération naturellement s'établisse. Parce que nous sommes faits de personnalités diversifiées, nous avons nos égos, nous avons nos rêves, et qui ne sont pas tout à fait, en général, ils ne sont pas les mêmes. Et donc, cette non-prédétermination implique qu'il faut travailler, mettre en place des structures pour l'obtenir. Alors, mon deuxième point, dans le concept de clé, c'est que la coopération, elle est le reflet d'un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que plus encore que l'appartenance, plus le sentiment d'appartenance est fort, plus les logiques de coopération se trouvent renforcées. Dans la coopération, il y a un contexte qui va être déterminant, et le fait de sentir appartenir à une même organisation est particulièrement puissant. Troisième concept, et dernier concept, la coopération peut s'inscrire comme une éthique du lien social en travail. Quand je dis éthique du lien social en travail, c'est-à-dire que la coopération est l'aboutissement d'une réflexion menée sur le plan des valeurs et qui va permettre de définir en fait des conditions de travail ensemble. Là encore, on touche le domaine de la réflexion. Alors, je sais que dans vos secteurs, la question des valeurs est très importante. Et cette réflexion va donc permettre d'aboutir à mettre en place donc, des conditions pour favoriser la coopération. La confiance, elle joue à tous les niveaux de notre vie quotidienne. Tous les actes que nous faisons reposent justement sur des actes de confiance. Et la coopération, elle nous invite justement à entrer et à aborder ce champ de la confiance, parce que coopérer, c'est donner une part de soi-même, sans nécessairement attendre un retour. Et je dirais que moins on attend de retour, plus les chances que la coopération se passe bien sont fortes. Et puis, dans la notion de coopération, il y a aussi la notion d'un engagement libre. Et vous voyez encore que tant qu'il n'y a pas les éléments qui sont réunis pour établir la confiance, eh bien, ça va être très difficile à la fois d'être dans le don de soi-même et d'être également dans l'engagement libre. On va toujours se donner des raisons pour ne pas faire. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une notion de réciprocité. Si je donne quelque chose, c'est que j'attends quelque chose en retour et pas simplement un salaire en fin de mois. C'est que je reçois en retour de la reconnaissance, de la valorisation, parce que ce que je donne de moi-même, j'en vois les fruits sur le terrain. C'est toute la logique de réciprocité, et ça aboutit donc à une logique de travail qui constitue à ce qu'on appelle des arrangements, c'est-à-dire que dans toutes vos organisations humaines, vous avez bien sûr des procédures, des processus qui sont très réglés, mais le processus ne résume pas à lui seul le fonctionnement de votre établissement. Vous voyez bien qu'à côté de tout ce que vous pouvez écrire comme règlement intérieur, eh bien, il y a toute une série de petits arrangements, et je ne dis pas d'un point de vue négatif, je le dis simplement, ça caractérise la manière avec laquelle nous humains fonctionnons ensemble. Et vous voyez qu'il y a une interdépendance entre cette confiance et cette réciprocité. Et le dernier point, c'est la loyauté. Appartenir à une structure, à une organisation, c'est faire aussi le choix d'une certaine forme de loyauté. Et cette loyauté, elle débouche sur une aspiration à faire œuvre commune. Le thème d'œuvre est en train de réémerger aujourd'hui dans nos organisations, que ce soit des entreprises ou associatives, parce que derrière la notion d'œuvre, vous voyez bien qu'il y a l'idée du sens.
Il y a une image que je reprends souvent qui est celle de la philosophe Simone Weil pour qualifier une œuvre. Elle disait, vous comparez une ouvrière qui est donc dans un atelier de textile et qui travaille à sa machine 12 heures par jour, parce que c'était les rythmes à l'époque, et vous comparez ça à une mère, une future mère, maman, qui porte un enfant et qui est en train de tricoter la layette pour son enfant. Les deux font, on va dire, du travail. Mais la notion d'œuvre pour l'une comme l'autre est radicalement différente. La maman, la future maman, est en train de mettre un amour profond dans la layette qu'elle est en train de préparer, qui n'est pas du tout sur le même plan que l'ouvrière qui est à son atelier et qui ne sait pas exactement ce à quoi aboutira son travail de la journée. Les conditions d'une coopération réussie, on va revenir sur la thématique de la confiance et je voudrais illustrer la confiance là avec le premier point, faire confiance par la théorie des jeux ou le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier fait partie de la théorie des jeux qui a été développée aux États-Unis dans les années 50 et c'est un excellent outil pour travailler les thématiques de la coopération. Le dilemme de la coopération est posé précisément dans le fait que, ils ne peuvent pas communiquer avec leurs partenaires et que d'autre part, le deal qu'on leur propose consiste à dénoncer le voisin plutôt que de jouer la technique de la coopération. Alors, dans les interventions que je peux mener en entreprise, on utilise parfois cet outil-là sous forme donc, de jeu à plusieurs manches, avec des possibilités au cours de la manche. On offre des espaces de négociation entre deux équipes, où précisément donc, on va tester au niveau des équipes leur capacité à se faire confiance l'une à l'autre. Et c'est dans les choix qu'ils poseront qu'ils testeront en aparté, l'un par rapport à l'autre, les différents niveaux donc, de confiance qu'ils peuvent avoir dans leurs différentes équipes. Donc ce point de confiance est très important. Le deuxième, c'est la connaissance de soi et des autres. Vous savez, il y a un dicton qui dit que ceux qui connaissent les autres sont particulièrement perspicaces, mais se connaître soi-même, c'est être particulièrement intelligent. On n'a jamais fini, en fait, de faire un travail de connaissance de soi et on sera étonné, lorsqu'on fait du travail de cohésion d'équipe, du peu d'informations qu'on peut avoir sur nos collègues. On croit connaître les personnes et en fait, il y a tout le champ de l'intime, du personnel qui reste masqué par les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et donc, il peut être important, pour faire de la cohésion et développer la confiance de l'équipe, d'utiliser différents outils qui sont souvent des outils de typologie psychologique qui vont permettre de nous aider à mieux comprendre quels sont nos modes de fonctionnement préférentiels et surtout de mieux comprendre quels sont les modes de fonctionnement préférentiels des autres. Et en faisant cet effort de comprendre comment fonctionne l'autre, je vais pouvoir abattre un peu plus les préjugés, les craintes, les peurs que je pouvais avoir à collaborer ou coopérer avec telle personne. Troisième point, comprendre sa place et celle des autres, c'est faire un travail sur les peurs. Donc c'est inviter en fait les personnes à formuler les représentations qu'elles peuvent avoir du changement qui est en cours ou du travail qui leur est demandé. C'est la gestion donc des peurs. Les attraits vont permettre de définir finalement quels sont les moyens que nous avons à mettre ensemble pour atteindre notre objectif. Plus l'objectif est attrayant, plus il va nécessiter des moyens pour l'atteindre. Et les tentations, c'est faire un travail, un effort d'introspection pour identifier qu'est-ce qui pourrait faire échec à la stratégie que nous voulons mettre en place. Nous sommes tous d'accord qu'une logique de coopération fait sens dans notre structure, mais voilà, des tentations peuvent émerger qui vont faire blocage ou qui peuvent faire opposition à ce type de projet. Quatrième point, toujours donc dans la logique de coopération, c'est plus donc dans la manière avec laquelle on va orienter ou diriger nos équipes. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai pas le temps, mais je vous oriente simplement peut-être vers là aussi une approche qui est l'approche du service qu'on appelle le servant leadership. Là aussi encore,
une technique ou une approche qui nous vient des États-Unis, mais qui consiste en fait avant tout à valoriser la dimension de service des autres. C'est particulièrement, c'est une vraie question aujourd'hui sur le plan donc, de l'éthique comportementale de beaucoup de dirigeants. Et le servant leadership va permettre de déployer des critères, notamment l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre, de ressentir et de savoir prendre en compte ce qu'il vit dans les décisions que nous sommes invités à prendre. Le servant leadership est aussi attentif à le risque de l'instrumentalisation, c'est-à-dire c'est la capacité en tout instant de maintenir et de poser un regard bienveillant sur mon collègue, pas toujours facile. Avoir de la gratitude pour ce que l'on reçoit, ce n'est pas une notion qui est non plus tout à fait évidente de nos jours. Nous sommes beaucoup donc, dans une relation plutôt de négociation, d'affrontement, de discussion, de logique de droit. Être capable d'avoir de la gratitude, c'est être capable de dire simplement merci pour ce que l'on a fait ou ce que l'on a reçu. Et ça, je dirais que c'est particulièrement une responsabilité du manager, de celui qui est le directeur donc, de l'entité. Il doit être particulièrement attentif à savoir non seulement déployer de la reconnaissance et remercier ses collaborateurs, mais aider ses collaborateurs à aussi savoir remercier pour ce qu'ils ont et ce qu'ils ont pu réaliser. Enfin, dernier point, c'est avoir cette capacité à déployer de l'enthousiasme dans ce que nous faisons. Les temps aujourd'hui sont plutôt à la morosité. On a plutôt aujourd'hui des obstacles que des facilitateurs pour développer l'enthousiasme sur les projets que nous avons. Et pourtant, c'est bien là, au cœur de ces capacités à susciter de l'enthousiasme, que nous arriverons à susciter chez nos collaborateurs la motivation, tout simplement, pour nous suivre. Et là, je crois qu'il y a un vrai champ à explorer et à travailler. Finalement, en quoi cette recherche de la coopération, elle est pertinente pour nous? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme travail? Eh bien, je crois qu'elle va nous aider à travailler sur 3 thèmes et surtout, elle va nous permettre de prendre conscience que la coopération va nous aider à aller beaucoup plus loin que ce que nous pensions faire. J'ai entendu tout à l'heure le terme transcender nos objectifs. Je crois que c'est vous, Hervé, qui l'avez utilisé. Je crois que c'est exactement ça. C'est en fait être surpris par ce qu'on a réussi à atteindre. Et le présupposé qu'on pourrait établir, c'est dire que si on atteint effectivement un niveau de coopération dans nos équipes, dans nos modes de fonctionnement, eh bien, un des meilleurs indicateurs qu'on aura réussi, c'est qu'on va tous être surpris de tout ce qu'on aura fait. On va se dire, waouh, on n'avait pas pensé à ça au départ, et bien, on est vraiment étonné du résultat final qu'on obtient. Et donc, alors comment prendre en compte donc, eh bien, cet impératif? Je résume ça en 3 termes. C'est la responsabilisation, et c'est pas simplement au niveau du directeur de l'Institut, c'est une responsabilisation collective. C'est une importance aussi donc, de la cohésion et de la confiance, on en a parlé. Et puis aussi, choisir de tenir un discours dans le domaine de la coopération, c'est exigeant. Ça implique de l'exemplarité, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on dit, et ce n'est pas toujours facile.